Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 19h. Voici les titres de cette édition. Votre émission, l'entretien du dimanche, a reçu pour vous Hassani Assouman. L'invité analyste politique est revenu sur le discours du chef de l'État face à la représentation nationale jeudi dernier. Nous y reviendrons. Nous irons ensuite à Gbodje, un quartier de Cotonou qui subit les affres des inondations. Bien que les pluies aient cessé depuis plusieurs mois, Clémence Tonoukon est allé faire le constat que vous suivrez dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, c'est une semaine chargée pour l'Arabie Saoudite. Le Royaume a accueilli 3 différents sommets, celui saoudo-chinois, celui entre la Chine et les pays du Golfe, ainsi que celui sino-arabe. Le président chinois a atterri à Riyad en milieu de semaine. Les contrats signés entre les deux puissances se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes dimanche le 11 décembre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, votre émission Entretien du dimanche a reçu pour vous Hassani Assouma. Il est analyste politique. Il est revenu sur l'adresse du chef de l'État face à la représentation nationale. Pour lui, la question de la revalorisation des salaires est certes un début, mais il reste beaucoup à faire. Je vous invite à le suivre dans cet extrait. Quand vous parlez de 100 000, oui. Quand vous parlez de 100 000, Oui. par exemple, pour un travailleur, pour moi, ça me pose un problème. Ça dépend de la catégorie et ça dépend. Moi, ma fille de 22 ans, qui n'a pas un emploi aujourd'hui, qui n'a pas encore d'emploi, qui étudie encore, vous lui donnez aujourd'hui 250 000 francs à la fin du mois. Elle ne peut pas tenir la fin du mois. Ce n'est qu'une fille qui n'a que des besoins primaires. Je ne me suis jamais retrouvé dans une position telle que je fais une autre activité alors que je suis salarié de quelqu'un ou d'une boîte. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. De mes 50 prétends, je n'ai jamais fait ça. Et j'estime que le salaire doit pouvoir... Parce que la qualité de l'employé est fonction du salaire qu'il reçoit. Le salaire doit pouvoir couvrir toutes les charges de l'employé. L'employé qui se retrouve obligé de faire une activité additionnelle pour suivre ou pour arrondir les fins de mois est forcément un mauvais employé. Il est soit un mauvais employé ou un mauvais affairiste. Si vous êtes obligé de faire des affaires, alors que vous devez tenir 8 heures de votre journée, vous devez donner 8 heures de votre rentabilité, de votre employabilité dans une entreprise, soit vous utiliserez les heures de travail pour faire autre chose, soit vous serez fatigué après vos heures de travail pour faire autre chose. Au cours de l'émission, l'invité n'a pas manqué de se pencher sur l'actualité des législatives de 2023. Pour lui, la participation du parti Les Démocrates à cette échéance électorale est à saluer. On l'écoute. Il y a eu des rebondissements. La Cour constitutionnelle de Raza Kamda qui autorise désormais les démocrates à prendre part à cette élection. Je salue d'ailleurs cela, parce que pour l'image du pays, ça montre combien déjà nous avons quitté des élections excluantes, je ne parle pas d'exclusives, excluantes, pour des élections pas inclusives. Nous étions en train d'aller vers des escalades politiques. Il faut le reconnaître. Que les démocrates n'aillent pas aux élections, ça allait forcément donner lieu à des escalades. Ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois, mais ce serait une fois de trop. Et je ne pense pas que pour les enjeux de 2023 et pour la période de la législature 2023-2026, que le pouvoir en place a vraiment besoin de ça. Le pouvoir en place a besoin d'une certaine légitimité pour ces élections-là. Parce que vous savez ce dont a souffert la législature en cours. La législature finissante, elle a souffert du manque de légitimité. C'est absolu. Il y a des gens qui ont taxé cette législature monocolore, nommée, nominée, désignée et tout le reste, c'est évident.
Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement était face aux hommes des médias en fin de semaine. C'était justement pour leur expliquer le pourquoi du retard de la revalorisation salariale annoncée par le gouvernement au profit des travailleurs béninois. Clémence Tonoucoin a assisté à cette séance. Voici son compte rendu. Cette rencontre entre le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement et les hommes des médias a permis de mieux comprendre les contours du relèvement du SMIC et de la revalorisation salariale. D'entrée, Wilfried Léandre Roumbedi a donné les raisons qui ont retardé cette décision qui était attendue quelques mois plus tôt. La conjoncture internationale a ralenti la volonté du gouvernement d'aller vite. Autrement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous étions partis pour mettre en pratique ces mesures pour compter du mois de mai 2022. La conjoncture en a décidé autrement, mais conformément aux engagements pris face aux partenaires sociaux le 26 avril 2022, le gouvernement s'est employé à finaliser sa copie pour faire en sorte que les mesures puissent prendre effet au plus tôt, c'est-à-dire en ce qui concerne les travailleurs pour décembre 2022 et en ce qui concerne le secteur privé, le SMIC ici s'entend, pour janvier 2023. En lieu et place d'une revalorisation salariale, les aspirants au métier d'enseignant bénéficient d'une augmentation de 2 mois de salaire. De même, la revalorisation des salaires ne concerne pas les retraités. C'est le même gouvernement qui avait fixé le niveau de rémunération ou d'allocation qu'il leur faisait. S'il avait fait moins dès le départ et qu'il donnait 12 sur 12, le débat ne se serait jamais posé sur la question de 12 mois sur 12. Aujourd'hui, on a accordé 2 de plus sur les 9. Donc, c'est une avancée. Je suis convaincu que dans les rangs des AME, il n'y en a pas un seul qui soit mécontent de cette annonce. Pas un seul. Si nous étions restés dans la forme classique d'augmentation, le relèvement du point indiciaire aurait impacté de facto les retraités. Or, ici, nous avons un relèvement du point indiciaire plus des sursalaires. Les sursalaires et le relèvement du point indiciaire accompagneront les travailleurs actuels jusque dans leur retraite. Pour ceux qui ne sont plus en exercice, ils doivent bénéficier, conformément à ce que prévoit la loi, de l'incidence générée par le relèvement du point indiciaire à hauteur de 80%. En l'espèce, donc, ils auront 80% de l'effet que les 3% de relèvement du point indiciaire généreraient sur leur pension de retraite. C'est ça qu'ils gagnent les retraités actuels. Le conférencier a rassuré les hommes des médias des efforts du gouvernement pour amener les employeurs privés à emboîter le pas à l'État. Les responsables de Amnesty International Bénin étaient face à la presse en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits humains célébrée chaque 10 décembre au plan international. À cette occasion, ils ont profité pour procéder au lancement du hackathon pour la création d'une application web de dénonciation des faits attentatoires aux droits humains. Je vous invite ici à suivre Éric Orion-Biao. Il est coordonnateur du volet éducation aux droits humains de Amnesty International Bénin. Ce hackathon est ouvert à tout le monde. Dès que vous vous sentez capable de développer une application, vous pouvez postuler et faire une proposition déjà à travers un lien que nous avons ouvert. Vous cliquez et vous faites les propositions déjà de ce que pourrait être l'application que vous voulez développer. Le lien, nous l'avons partagé, il est disponible. Le lien est disponible sur nos canaux et également sur cette affiche-là projetée juste en bas. C'est form.office.com/EJ9WYNX2EU. Ça, c'est le lien. Vous pouvez aller sur notre page Facebook. À l'instant, l'un des responsables de Amnesty International Bénin, il s'appelle Éric Orion-Biao, coordonnateur du volet éducation aux droits humains de la dite organisation. Je vous amène maintenant à Gbodje, un quartier qui subit toujours les affres des inondations quelques mois après la cessation des pluies diluviennes. Cela est dû à une cause bien particulière. Clémence Tonoucoin s'est intéressée à la question. Voici son reportage.
Plusieurs semaines après l'arrêt des pluies dans la commune d'Abomey-Calavi, la voie adjacente au carrefour Bodje, du côté opposé du site de construction du nouveau marché de Kokotomé, est encore inondée. C'est une succession de pneus posés à la lisière de l'eau et quelques planches soutenues par des piquets qui servent de pont de passage aux riverains. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années est doublée d'une insalubrité. Conséquence, les déplacements des riverains sont limités, des chantiers de construction d'habitations abandonnées, les activités commerciales tournent au ralenti et les riverains sont exposés aux affres des moustiques. La situation perdue depuis la ligne des temps, comme vous pouvez le constater. Et quand il pleut, je vous assure que ce n'est pas la joie. Hein. C'est tout un souci pour les riverains. C'est difficile déjà pour les piétons. Alors, n'en parlons pas pour les motos, encore moins les véhicules. Carrément, moi, actuellement, ma moto elle est bloquée à l'intérieur depuis plus de 2 mois. À cause de l'inondation. Et je suis obligé de prendre Zim pour faire un aller-retour, ce qui m'oblige à forcément les limiter. Ce qui ne m'arrange pas, mais bon, je n'ai pas le choix. On sait que généralement, à Cotonou et dans les environs, quand il pleut, c'est l'inondation partout. Mais pour cette voie, elle est particulière parce que même quand l'inondation passe et que les autres voies sont praticables, celle-ci, non, ce n'est pas encore le cas. Ça a perdu encore des mois durant, avant que vous ne commenciez à voir la terre ferme. Donc c'est ça qui est encore plus difficile et plus particulier pour ce qui concerne cette voie-là. Parfois même quand il pleut une seule fois, ça suffit pour que la voie soit impraticable. Et si vous avez la malchance de sortir le matin et que dans la journée il pleut, c'est que le soir à votre retour, vous garez au bord de la voie et vous commencez à réfléchir comment faire pour rentrer à la maison avec ma moto. Cette situation date du règne de Kérékou. Il y a très longtemps, Kérékou est passé, Yaïboni est passé, Soglo aussi, mais jusqu'à présent, personne n'y pense. Ce n'est pas bien. Pourtant, les autorités passent souvent par ici, mais elles ne disent rien. Fatigués de la situation, ils invitent les autorités à penser à la réparation de cette voie. Nous sommes à un grand carrefour, c'est une grande voie en plus. Le marché de Kokokodi qui est en train d'être reconstruit ici au carrefour Bodje, c'est tout juste à côté là. C'est une grande voie. Alors, si cette occasion m'est donnée, je dirais franchement aux autorités béninoises de penser à cette voie. De penser à cette voie parce que ce que nous endurons ici, c'est pas du tout la joie, franchement. Ils n'ont qu'à penser à cette voie. Et le plus, je ne vais pas dire rapidement, mais dans les bons délais, dans les meilleurs délais. Parce que là, c'en est trop. Il faut qu'ils viennent réparer la voie. Sinon, ça ne fait pas honneur à la ville parce que nous sommes en plein cœur de ville. Plusieurs fois, des gens sont venus prendre des mesures, mais ils ne reviennent pas. Nous voyons tous les efforts de l'actuel président, mais il semble nous avoir oubliés. C'est pourtant une grande voie. Au cours de l'année scolaire, certains parents sont obligés de solliciter les services d'un passeur pour le déplacement des enfants pendant le temps de l'inondation. Voilà, vivement que cette situation soit corrigée pour le bonheur des populations de Bodje notamment. On va maintenant hors de nos frontières, plus précisément en Arabie Saoudite. C'est une semaine chargée. Le Royaume a accueilli 3 différents sommets, celui chinois, celui entre la Chine et les pays du Golfe, ainsi que celui sino-arabe. Le président chinois a atterri à Riyad en milieu de semaine. Voici le reportage. Ce rêve sino-saoudien aux 1001 splendeurs. L'arrivée de Xi Jinping est millimétrée. Elle est grandement célébrée. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, 37 ans, parti même à la rencontre du président chinois et de sa voiture. Chaque détail diplomatique compte pour marquer l'opinion, envisager une future collaboration fructueuse et faire trembler les équilibres géostratégiques dans la région. Nous espérons que le sommet contribuera à établir des conceptions communes plus stratégiques sur les grandes questions régionales et internationales, à envoyer un message fort sur notre détermination à renforcer la solidarité et la coordination, à consolider le soutien mutuel, à promouvoir le développement commun et à défendre le multilatéralisme.
Les ambitions de Pékin sont grandes, tout comme celles de Riyad. Les deux pays entretiennent un rapport privilégié et partagent une vision gagnant-gagnant de leurs relations, chère à la pensée chinoise. La Chine est aujourd'hui le premier importateur mondial de pétrole saoudien. Leurs échanges commerciaux ont totalisé plus de 70 milliards d'euros en 2021, plus de 25 milliards au troisième trimestre de 2022. La Chine peut s'appuyer sur une pétromonarchie florissante. Le PIB, pour la première fois dans l'histoire du royaume, a dépassé le $1 trillion. Le voyage de Xi Jinping est loin d'être une coïncidence pour celui qui n'a entrepris que 3 voyages à l'étranger depuis 2020. La coopération économique sino-saoudienne est de nature stratégique et géopolitique. La Chine doit relancer une économie post-Covid à la peine et l'Arabie saoudite rêve de ne plus dépendre seulement de son or noir. La clé pourrait être ainsi trouvée dans une mégapole futuriste dans le nord-ouest du royaume qui doit voir le jour d'ici 2030. Où la technologie progressera en harmonie avec la nature. Où l'on répond enfin aux questions concernant notre relation future avec notre maison. NEOM, accélérateur du progrès humain. NEOM pourrait profiter de la technologie chinoise dans les domaines de l'hydrogène vert, du BTP ou encore de la reconnaissance faciale et des technologies de l'information. Des dizaines d'accords ont été signés mercredi entre entreprises chinoises et saoudiennes. De son côté, Pékin pourrait trouver une nouvelle escale maritime dans son projet de nouvelle route de la soie. Une pierre jetée dans le jardin des États-Unis, partenaire historique des pays du Golfe. La coopération entre les pays concernés doit être propice à la paix et à la stabilité régionale. Les États-Unis ont formé des alliances militaires avec certains de leurs alliés afin d'attiser la division et la confrontation et de saper la paix et la stabilité régionale. Cette politique est impopulaire et ne mène nulle part. La Maison-Blanche ne se dit pas surprise du voyage de Xi Jinping, déclarant que les tentatives de la Chine d'exercer son influence dans le monde n'étaient pas, selon ses mots, favorables à l'ordre international. Joe Biden, faisant un déplacement remarqué à Jeddah il y a seulement 4 mois, pourrait se sentir lâché par le royaume d'Arabie saoudite, allié historique. En novembre déjà, le refus de Riyad d'augmenter la production de pétrole pour limiter l'envolée des prix provoquée par les sanctions contre la Russie avait été vécu comme un camouflet diplomatique. Voilà, et c'est sur cette information au plan international que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et continuez par nous suivre également sur nos différentes plateformes digitales. Je vous souhaite un bon début de semaine à chacun et à tous. À bientôt.